Bonjour et bienvenue dans ce cours de conditions minimales référence M102 où nous allons parler de raisonnement fondamental. Qu'est-ce que j'entends par raisonnement fondamental? Eh bien, on va voir comment traiter étape par étape une question de conditions minimales. Mais avant ça, on va voir quels sont les principaux biais de l'épreuve qui sont induits par son format un petit peu particulier. Ce cours fait partie du programme gratuit Bachelotage Mage qui propose, au-delà des cours de conditions minimales, des cours dans les 5 autres sous-tests de l'épreuve, 6 tests blancs complets et corrigés en vidéo, et des milliers d'exercices. Le lien vers le programme apparaît en bas de l'écran. Pour aborder les biais de raisonnement qui se posent quand on travaille en conditions minimales, on va parler d'une expérience. L'expérience de Weyson dans les années 60, où c'est un scientifique qui va proposer un jeu à des étudiants en posant 4 cartes sur une table. Chaque carte est double face. D'un côté, il y a inscrit une lettre et sur l'autre côté, il y a inscrit un chiffre. Et il pose au cobaye la question suivante. Voici 4 cartes. Si un D apparaît sur une face, alors un 5 apparaît sur l'autre face. Et il dit quelle carte devez-vous retourner pour vérifier si cette règle est vraie ou pas. D'accord ? Si un D apparaît sur une face, alors un 5 apparaît sur l'autre face. Alors pour ceux qui ont un petit peu travaillé la logique, ils savent que un D apparaît sur une face, alors un 5 sur l'autre face, c'est D implique 5, et la règle qu'on peut en tirer, c'est la contraposée, donc s'il n'y a pas de 5, alors il n'y a pas de D de l'autre côté. Donc en fait, quelle carte on doit retourner? On doit retourner le D parce que si derrière le D il y a un 5, alors ça veut dire que la règle est vraie. Et si derrière le D il n'y a pas de 5, il y a un 7 par exemple, ça veut dire que la règle est nécessairement fausse. Si on a maintenant le 5 et qu'on le retourne, si on a un D, on ne sait pas si la règle est vraie ou fausse. C'est pas parce qu'il y a un D sur le dos d'un 5 que les règles sont fausses. Parce qu'on nous a dit c'est un D entraîne un 5, mais on n'a jamais dit qu'un 5 entraînait un D. Et s'il y a un Z, par exemple, on n'aura aucune information non plus. Donc il est totalement inutile de retourner la carte 5 pour conclure sur la validité de la règle. Pareil, si on a un cas, on le retourne et on trouve un 5. Ça ne nous apprendra rien sur la règle, parce qu'on a dit les cartes qui ont un D ont un 5 au dos, mais ça ne veut pas dire que les cartes qui n'ont pas de D n'ont pas de 5 au dos. Donc ça ne nous apprendra rien. Et s'il y a un 7, pareil, ça ne nous apprendra rien. Par contre, la carte qu'il faut retourner ici, c'est la carte numéro 7. Pourquoi? Parce que si on trouve un D au dos du 7, qu'est-ce que ça signifiera? Ça signifiera que quand on a un D, alors on a un 5 sur l'autre face, c'est faux, et la règle sera nécessairement invalidée. Si par contre on trouve une autre lettre, on trouve un Z, on ne pourra pas statuer sur le fait que la règle est nécessairement vraie, mais en tout cas, il sera probable qu'elle est vraie. Ça augmente la probabilité qu'elle soit vraie. Alors, ce test-là, quand on le pose à des étudiants, qui pourtant sont de grandes écoles, ça a été réalisé dans des grandes universités américaines, on a plus de 85% d'erreurs. D'accord ? La plupart des gens répondent il faut retourner les cartes D et 5. Alors qu'on l'a vu, retourner la carte 5 ne sert à rien, et c'est la carte 7 qu'il faut retourner. Le vrai taux de réponse correcte, c'est-à-dire D et 7, tourne autour de 15%. Alors comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça de deux manières. D'accord? C'est que, instinctivement, on a plutôt envie de prouver qu'une règle est vraie plutôt qu'elle est fausse. Cette explication, on va pouvoir le retrouver en conditions minimales. Et la deuxième explication, c'est un biais qui tient plus à l'appariement. C'est-à-dire qu'on a entendu citer dans l'énoncé D et 5, et nous, on va se rappeler de cette information. D et 5, D et 5, D et 5, elle va nous rester à l'esprit, nous obséder, et on va répondre instinctivement D et 5. Alors, comment ça s'applique en conditions minimales, ça? Le biais de confirmation, comment on peut l'illustrer en conditions minimales? On peut illustrer avec cette question. A-t-on A égale B? Avec en information 1, A puissance C égale B puissance C,
Et en information 2, A fois B fois C est différent de 0. Bien. Alors, la réponse ici, je la donne directement, c'est E. On ne peut pas savoir si A est égal à B. En réalité, ça dépendra de la parité de C, parce que les puissances paires font sauter le signe, et les puissances impaires conservent le signe. C'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard dans le cours d'algèbre intermédiaire. Bref, pourquoi on répond faux? Pas seulement parce qu'on ne connaît pas cette propriété, mais parce que a-t-on A égale B, cette question, on a envie d'y répondre oui. On a envie plutôt de chercher à confirmer ça en se disant oui, en effet, A égale B, oui, parce que si A puissance C égale B puissance C, c'est certainement vrai, hein, on a certainement une égalité entre A et B, plutôt que penser à chercher un cas, un contre-exemple, qui permettrait de prouver que A égale B n'est pas toujours vrai. Le biais d'appariement, maintenant, d'une manière très simplifiée, évidemment, c'est, si je vous dis combien coûte une orange, avec pour information 1, une pomme coûte 5 €, et pour information 2, tous les fruits coûtent le même prix. Bon, eh bien, ici, il est évident, avec un énoncé aussi court, que tous les fruits coûtent le même prix. Si une pomme coûte 5 €, alors une orange coûte 5 €. C'est bien entendu la réponse C, hein, les deux informations prises ensemble nous permettent de répondre. Mais dans un énoncé un petit peu plus long, un petit peu plus complexe, qui va vous demander quelques calculs, vous allez vite oublier, par exemple, que la distance entre Paris et Bordeaux est la même distance qu'entre Bordeaux et Marseille, ou ce genre d'informations clés qui étaient au début de l'énoncé et que vous avez oublié. D'accord? Donc quand on vous reparlera de Bordeaux-Marseille, vous direz « on n'a aucune information sur Bordeaux-Marseille », alors que tout à l'heure, on vous a dit que c'était la même que Paris-Bordeaux. Donc on cherche désespérément ici le prix d'une orange, si on est dans ce cas-là, alors qu'on nous a bien dit que tous les fruits coûtaient le même prix, et donc il suffit du prix d'une pomme ou du prix de n'importe quel autre fruit. Il y a quelque chose de très intéressant à propos de l'expérience de Weyson, c'est que, un peu plus tard, dans les années 80, il y a d'autres scientifiques qui ont trouvé une nouvelle explication à ce taux d'erreur énorme. Ils ont un petit peu changé les règles de l'épreuve et ils ont dit, au lieu d'avoir 4 cartes qui représentent des chiffres et des nombres, eh bien on va changer un petit peu les règles du jeu. Et on va dire que c'est soit l'âge d'un côté, l'âge d'une personne, et de l'autre face, la boisson qu'il a commandée au bar. Il faut être majeur pour boire de l'alcool. Et on a une carte qui dit 15 ans, une carte qui nous parle de bière, une troisième carte qui nous parle de 35 ans, et une quatrième carte qui nous dit soda. Alors quand on pose cette question-là, il y a toujours beaucoup d'erreurs, hein, il y a plus de 40% d'erreurs, à cause des petits biais qu'on avait dit tout à l'heure de mal interpréter les règles, mais la plupart des gens réussissent à trouver la réponse cette fois-ci. Hein, on passe de 15% de bonnes réponses à 60%, ce qui est une avancée absolument énorme. Pourquoi? Parce que dans notre tête, c'est beaucoup plus facile à se dire. Hein. On se dit, si la personne a 15 ans, alors il faut vérifier parce qu'il n'a pas le droit de boire de l'alcool. Si la personne boit une bière, alors il faut vérifier parce que s'il est mineur, il n'a pas le droit de la boire, alors que s'il est majeur, il peut la boire. Si la personne a 35 ans, bon, elle est suffisamment âgée pour pas qu'on aille contrôler ce qu'il y a dans son verre. Et si la personne boit un soda, qu'elle soit mineure ou majeure, ça ne change rien. Un majeur a très bien le droit de boire des boissons qui ne contiennent pas d'alcool. Alors ce biais-là, c'est une énorme chance pour vous. Pourquoi? Parce que si on regarde les évolutions historiques de l'épreuve de conditions minimales, hein, sur les 10-15 dernières années, on remarque quelque chose de très net. On rentrera dans les détails plus tard des statistiques, mais il y a 10 ans, quasiment toutes les questions de conditions minimales, c'était des questions proches de celles du GMAT, donc très mathématiques. A-t-on A égale B? A-t-on Z impair? A-t-on B au carré supérieur à 100? Et peu à peu, il y a eu une transition qui s'est opérée. Année après année, pendant une dizaine d'années, on a supprimé peu à peu ces questions-là pour les remplacer par des questions basées plus sur des problèmes de la vie courante. Sommes-nous lundi? Le train arrivera-t-il avant 10 heures? Ou je ne sais pas, une pomme coûte-t-elle 7 €? Au fond, c'est la même chose que vous devez trouver. Entre une pomme coûte-t-elle 7 € ou est-ce que x est égal à 7, c'est exactement la même chose. Mais présenté de cette façon-là, ça vous aide en général beaucoup
à résoudre les problèmes. Comment on traite alors une question de condition minimale? Déjà, il faut se demander quel est le type de question. Il y a deux cas possibles. Soit on cherche une valeur exacte, que vaut x, quel est l'âge de Simon, combien de temps a pris l'avion pour dépasser la voiture. Soit on cherche à évaluer la validité d'une proposition. D'accord? Autrement dit, le plus souvent, vrai ou faux. B est-il pair, vrai ou faux? A est-il premier, vrai ou faux? Si on cherche à évaluer une valeur exacte, notre optique, c'est de compléter les briques d'un calcul. D'accord? Soit de compléter les briques d'un calcul, soit de tirer dans une liste. Compléter les briques d'un calcul, c'est quoi? C'est, je vous dis, quel a été mon temps de parcours. D'accord? Temps de parcours aller-retour. Pour trouver ce temps de parcours aller-retour, j'ai plusieurs moyens de le déterminer. Je peux avoir le temps de l'aller plus la vitesse du retour, plus le temps du retour, pardon. Je peux avoir la distance de l'aller, la distance du retour, vitesse de l'aller, vitesse du retour. Je peux avoir la distance totale, donc ça me donnera l'aller et le retour, hein, on a juste à diviser par 2 si c'est un aller-retour, et la vitesse moyenne. Il y a plein de moyens d'arriver à ce temps de parcours aller-retour que je cherche. Et donc ce que je vais chercher à trouver, c'est une de ces expressions dont je peux trouver les briques. Par exemple, distance de l'aller, distance du retour, vitesse de l'aller, vitesse du retour. Et je vais chercher à me dire, l'information 1, elle me permet de trouver distance de l'aller, et puis vitesse du retour, peut-être c'est pas suffisant. L'information 2, elle me permet de trouver ça, elle me permet de trouver ça, etc., etc. Et si je sais que j'ai toutes les briques de mon calcul, alors je peux trouver la réponse. Autre cas qui est souvent un petit peu plus simple, tirer dans une liste. Par exemple, on va me dire quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? On cherche bien une valeur exacte, d'accord? Mais en réalité, j'ai une liste qui est prédéterminée, un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et information par information, je vais voir si je peux limiter cette liste à une valeur, pour trouver bien une valeur exacte. Par exemple, l'information 1 me dira c'est un jour de week-end. Donc je pourrais supprimer tout ça. L'information 2 me dira on n'est pas dimanche. Donc je vois bien qu'il ne me reste plus qu'une seule valeur dans la liste, et donc que c'est samedi. J'ai trouvé une valeur exacte. Deuxième cas, on va chercher à statuer sur la validité d'une proposition. D'accord? On va nous dire, par exemple, B est-il pair? Est-il premier? La moyenne est-elle supérieure à 12? Dans ce cas-là, il faut réussir à prouver que c'est toujours vrai ou toujours faux. D'accord? C'est-à-dire que la validité d'une proposition, si c'est toujours vrai, B est-il pair? Alors on peut répondre oui à cette question. Si c'est toujours faux, alors on peut répondre non à cette question. Et c'est un biais dont on parlait dans le cours précédent, c'est que si on peut répondre non, évidemment on peut répondre non. Et par contre, si c'est parfois vrai et parfois faux, là on ne peut pas répondre à la question, parce que c'est parfois oui, parfois non. Donc nous, c'est ce qu'on va chercher à faire la plupart du temps. On va chercher à trouver un cas où c'est vrai et un cas où c'est faux. D'accord? Si par exemple, B est-il pair, j'ai comme information 1, B multiple de 3. Est-ce que l'information est suffisante pour répondre? Non, pourquoi? J'ai juste à trouver un cas où c'est vrai. B pair avec multiple de 3, B égale 6 par exemple. Et un cas où c'est faux. B égale 9. J'ai bien un cas où c'est vrai, un cas où c'est faux, je ne peux pas statuer sur la validité de la proposition. Par contre, si je trouve que des cas où il est pair ou que des cas où il est impair, je pourrais statuer sur la validité de cette proposition. Donc je pourrais répondre à la question, et donc je répondrai A, B, D ou C selon quelle proposition me permet d'y parvenir. Deuxième étape de notre processus de résolution, on va se demander s'il y a des contraintes. Des contraintes qui peuvent être explicites ou implicites.
De base, on nous dit dans la lecture des consignes qui est faite au début de l'épreuve, sauf indication contraire, les nombres sont des nombres réels. Donc avec virgule, sans virgule, on peut prendre n'importe quelle valeur qu'on veut, positif, négatif. Et nous, ce qu'on va se demander, c'est si justement il y a des indications contraires dans l'exercice qui nous poussent à restreindre les valeurs possibles. Alors ces contraintes-là, elles peuvent être explicites. Par exemple, on peut nous dire A est positif, B est pair, C est un nombre entier, D est inférieur à 150, etc., etc., etc. Mais là où c'est plus important, c'est de comprendre qu'elles peuvent aussi être implicites. Par exemple, si je vous dis B est l'âge de ma sœur, qu'est-ce que je sais sur B? C'est un entier déjà, il ne peut pas avoir 15,2 ans. Il est positif, il ne peut pas avoir moins 5 ans. Il est inférieur à une limite raisonnable. On peut dire 130 ou peut-être 140, mais en tout cas, elle ne pourra pas avoir 232 ans ou même 186 ans. Et pareil sur des problèmes qui pourtant sont plus mathématiques. Si je vous dis J est la largeur d'un rectangle, qu'est-ce que je sais sur J? Je sais que c'est un nombre qui va être positif, strictement positif, elle ne peut pas être égal à 0, la largeur du rectangle. Et je sais aussi qu'elle va être inférieure à la longueur du rectangle. Parce que sinon ce serait le côté le plus long, et le côté le plus long c'est la longueur, c'est pas la largeur. Donc ça va être une question importante de bien se poser quelles sont les contraintes qu'on va devoir se poser dans le problème. Et enfin la troisième étape, c'est qu'on va se demander si les propositions tout simplement nous sont utiles. Et quand est-ce qu'une proposition nous est utile? Soit si elle permet de trouver un bloc du calcul, comme on le voyait tout à l'heure, soit si elle permet de rajouter les contraintes ou d'éliminer un certain nombre de valeurs. Bon, on va prendre une question pour appliquer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. La question c'est la suivante. Que vaut le triple de mon lancer de dés? Les informations, c'est mon lancer de dés, qu'on va noter L ici, est pair, et mon lancer de dés est premier. Bien. Alors, premièrement, comment on traduit l'énoncé? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à valider ou invalider une proposition, ou est-ce qu'on cherche à trouver une valeur exacte? Non. On cherche à trouver une valeur exacte. La valeur exacte, c'est le triple de mon lancer de dés. Autrement dit, 3L. Autrement dit, dès maintenant, je sais que ce que je cherche, bien entendu, c'est L. La brique que je cherche, c'est L. Le 3, je le connais déjà. Je sais que ça vaut 3, j'aurais juste à multiplier par 3. Maintenant, quelles sont les contraintes qui s'appliquent à ce brique de calcul, à ce L? L, c'est le résultat d'un lancer de dés. Donc, il peut prendre que 6 valeurs. Il peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et aucune autre valeur. Maintenant que j'ai fait ce travail préliminaire, je peux aller travailler sur les propositions. Qu'est-ce que m'apporte la proposition 1? Savoir que L est pair. Eh bien, il m'apporte que parmi les valeurs que j'ai pu identifier pour L, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, je ne peux pas prendre 1, je ne peux pas prendre 3 ou 5, qui sont les nombres impairs. D'accord? Ce n'est pas suffisant parce que L peut être égale à 2, 3 ou 4. Formation 2, je veux un nombre premier. Donc, sur les 6 valeurs que pouvait prendre à l'origine L, je ne peux pas prendre le 1 qui n'est pas premier, je ne peux pas prendre le 4 qui n'est pas premier, ou le 6 qui n'est pas premier. Qu'est-ce que ça nous donne, cette deuxième information? Toujours pas suffisamment d'éléments pour pouvoir donner la valeur de L. Par contre, maintenant, si on va combiner ces deux informations, on se rend compte que la seule valeur possible, c'est 2. Parce qu'on ne peut pas prendre le 1 dans un cas comme dans l'autre, on peut pas prendre le 2 dans les deux cas, le 3 on ne peut pas le prendre parce qu'il n'est pas pair, le 4 parce qu'il n'est pas premier, le 5 parce qu'il n'est pas pair, et le 6 parce qu'il n'est pas premier. Donc la seule valeur que peut prendre L, c'est 2. Autrement dit, notre valeur exacte de 3L
que l'on cherche, ben on sait que ce sera 3 fois 2. Et on s'arrête là, on est en condition minimale, on a toutes les briques du calcul, c'est bon, on peut conclure. Je ne vous dis pas que faire le calcul 3 fois 2 ici nous fait perdre du temps, mais en tout cas il n'est pas nécessaire. Alors la grande question c'est est-ce que c'est suffisant? Quelle information est suffisante? Imaginons qu'on ait la moyenne de 3 notes A, B, C. D'accord? Moyenne de 3 notes A, B, C. Je vous donne une première information. La note A c'est 10, la note B c'est 11 et la note C c'est 12. Est-ce que c'est suffisant? Oui, bien entendu. Pourquoi? Parce que je pourrais calculer ma moyenne, je ferai 10 plus 11 plus 12, d'accord? Divisé par 3. C'est suffisant, mais ce n'est pas forcément la solution la plus simple, ou l'information la plus réduite que l'on puisse avoir pour trouver la réponse à cette question. Pourquoi? Parce que si je dis par exemple également B égale 11, d'accord? B égale 11, et B moins A est égal à C moins B. C'est suffisant aussi. Pourquoi? Parce que je peux trouver, à partir de cette équation, que 2B, d'accord, je passe le B ici, est égal à A plus C, d'accord? Autrement dit, avec cette information-là, je peux dire que A plus C est égal à 2B, et que A plus C est égal à 22. Donc ma moyenne que je faisais en calculant A plus B plus C divisé par 3, je peux la trouver. Je n'ai pas tous les éléments du calcul, mais j'ai les briques. J'ai cette brique-là, A plus C, et j'ai ma brique B. Donc je peux la trouver sans connaître chacune des notes. Et enfin, d'une manière encore plus subtile, si je dis A, B, C consécutifs, et B au cube entier pair à 2 chiffres. Là, ça devient beaucoup moins évident, mais c'est toujours suffisant. Pourquoi? Parce que si B au cube est un entier pair à 2 chiffres, alors il vaut 64. C'est le seul cube d'un entier à 2 chiffres qui soit pair, d'accord? Donc, B au cube égale 64, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B égale 4. Encore une fois, je ne peux pas connaître les notes de A et de C. Pourquoi? Parce que c'est consécutif, mais on ne me dit pas dans quel sens. Alors c'est peut-être A égale 3, B égale 4, C égale 5. Ou alors A égale 5, B égale 4 et C égale 3. Mais la moyenne, ce sera toujours égal à 5 plus 4 plus 3, 12, divisé par 3. Et c'est la difficulté à traduire ces propositions. Ici, c'était très facile, évidemment. Ici, c'était un petit peu plus compliqué. Puis là, encore un peu plus compliqué. Qui va faire la difficulté d'une question de condition minimale? Alors, un autre exemple, peut-être un petit peu plus mathématique. A, B, C, D, E et F sont des nombres entiers positifs inférieurs à 10. Et on me demande de statuer sur ça, sur la valeur de A fois B plus C puissance D moins E sur F. Alors, cette question est absolument triviale si on me donne directement les bases du calcul. L'information 1, on me dit ici A fois B égale 2, donc ça vaut 2. C puissance D égale 27, ça vaut 27. Et E sur F égale 3, ça vaut 3. Elle est aussi très facile si on me donne ça. Si on me dit A égale 1, B égale A plus 1, autrement dit 2, C égale B plus 1, autrement dit 3, D égale 4, E égale 5, F égale 6, j'ai plus qu'à remplacer, je pourrais déclarer qu'elle est totalement résoluble. Maintenant, elle devient un peu plus compliquée, en tout cas d'un niveau normal pour une épreuve de condition minimale. Si elle me dit que A est égal à 0, E est égal à F et C est égal à 1. Pourquoi? Parce que je vais devoir en conclure que A fois B, cette brique de calcul, est égale à 0. Si A est égal à 0, alors 0 fois n'importe quoi, ça donnera 0. Si E est égal à F maintenant, alors je conclus que sur F vaut 1. Et si C est égal à 1, je sais que 1 élevé à n'importe quelle puissance donne 1, on est bien d'accord. 1 élevé à la puissance D, ça donnera toujours 1. Donc qu'est-ce que ça me permet de dire? Ça me permet de replacer chacune de ces briques par les valeurs que je viens de trouver, d'accord? Et qui sont systématiquement toujours A fois B égale 0, E sur F égale 1 et 1 puissance D égale 1.
Maintenant, elle devient difficile si on a une information qui est encore plus détournée. D'accord? Par exemple, a fois b puissance moins 1 égale f sur e et c puissance d égale d. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de la première, par exemple? Ben, on pourrait dire que 1 sur a fois b égale f sur e. C'est une simple opération ici avec la puissance. Vous savez que quelque chose puissance moins 1, c'est la même chose que 1 sur ce quelque chose. Et si j'ai 1 sur a fois b égale f sur e, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai des fractions? Je peux les retourner, je peux les inverser également. Ça veut dire que a fois b sur 1 égale e sur f. Et a fois b sur 1 égale e sur f, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que a fois b moins e sur f est égal à 0. Et là, a fois b moins e sur f, j'ai déjà rempli une brique de mon calcul. Il ne me suffit plus que de statuer sur le fameux c puissance d. Alors, c puissance d égale d. Qu'est-ce qu'on peut en déterminer? Ben, d déjà ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que 0 puissance 0, c'est un calcul qui est impossible. C'est comme la division par 0. Le seul cas qui est possible pour qu'un nombre élevé à une certaine puissance donne ce nombre, en tout cas avec des nombres entiers, c'est que on ait 1 puissance 1. Pourquoi? Parce que si on veut un nombre qui élevé au carré nous donne 2, par exemple, ce d égale d, il faudrait qu'on mette racine de 2, et c'est totalement impossible. Si on voulait un nombre élevé au cube qui nous donne 2, il faudrait qu'on mette la racine cubique de 2. Et tout ça, ce n'est pas des nombres entiers. Autrement dit, on sait que c puissance d égale d, ça veut dire que c égale 1 et d égale 1. Et autrement dit qu'ici, on aura bien 1, 1. Donc ces 4 informations avec des niveaux de lecture différents nous donnent bien la même réponse à notre question. Quelle est la valeur de a fois b plus c puissance d moins e sur f? Merci d'avoir suivi ce cours de raisonnement fondamental en conditions minimales. Dans le prochain cours, qui sera le dernier cours de découverte et d'initiation à cette épreuve de conditions minimales, on va parler des figures géométriques et de comment les prouver en termes de conditions minimales. Quelle est la condition minimale pour qu'un parallélogramme soit un rectangle ou pour qu'un triangle soit rectangle, par exemple. Ensuite, on verra toutes les questions classiques qu'elles portent sur la géométrie, sur le calcul un peu plus formel ou un peu plus logique. Vous pouvez retrouver tout ce contenu sur le site Batelotage-Mage, sur la chaîne YouTube auquel je vous invite à vous abonner, et bien entendu sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook et Twitter. A très vite pour un nouveau cours.